Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Président de la République Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, présidera demain une réunion du Conseil des ministres. Les détails dans un instant. Une dynamique diplomatique, des chantiers institutionnels, économiques et politiques. Nous vous rappellerons dans ce journal ce qui a changé depuis l'élection du président de la République Abdelmadjid Tebboune à la tête de l'État. Au Maroc, les manifestations se poursuivent et la répression monte d'un cran. D'un côté, un peuple désarmé qui souhaite faire entendre sa voix et retrouver des conditions de vie dignes. De l'autre, une machine de répression de la police marocaine. Enfin, on vous invite à découvrir une discipline qui attire de plus en plus d'amateurs de sensations fortes. À Intaya, le kitesurf fait rêver. Nous vous dirons dans ce journal dans quelles conditions vous pouvez le pratiquer. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, présidera demain une réunion du Conseil des ministres. Elle sera consacrée à l'examen et au débat de 2 projets de loi relatifs à l'activité audiovisuelle et aux conditions d'octroi de concessions pour la réalisation de projets d'investissement ainsi qu'à des exposés sur la création de la banque d'habitat. Au menu de ce Conseil de ministres également le projet de suivi d'ouverture d'agences bancaires à l'étranger et du taux d'avancement de la réalisation de 5 nouvelles stations de dessalement d'eau de mer. Nous vous proposons dans ce journal de revenir sur les décisions prises par le président de la République Abdelmadjid Tebboune depuis son élection à la tête de l'État. Une dynamique diplomatique qui a permis à l'Algérie de retrouver sa place parmi les nations et des chantiers institutionnels, économiques et politiques pour changer la pratique du pouvoir et repenser un nouveau modèle démocratique. Commentaire signé Badia Amarti. En Afrique, dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord et dans le bassin méditerranéen, on respire mieux depuis l'élection du président de la République Abdelmadjid Tebboune. En accédant à la magistrature suprême, il avait conscience des défis qui l'attendaient sur le front interne et sur le front international. Dès son élection, le chef de l'État n'a pas perdu son temps. Il a très vite lancé des chantiers institutionnels, économiques et politiques pour changer la pratique du pouvoir et repenser un modèle démocratique qui était au pied du mur. Il fallait aussi redonner des couleurs à un appareil diplomatique désemparé. Chose faite, en un laps de temps très court, le président Tebboune a replacé l'Algérie sur l'échiquier mondial. Le pays a retrouvé la place qui lui est sied dans le concert des nations. Sous la direction du président Tebboune, l'Algérie est consultée sur tous les dossiers régionaux et internationaux. Elle s'apprête d'ailleurs à organiser un important sommet des pays arabes, un sommet qui se veut rassembleur, surtout en ces temps de grande turbulence. Avec l'avènement du nouvel ordre mondial, le président de la République Abdelmadjid Tebboune est fortement sollicité par ses pairs pour remettre en selle le mouvement des non-alignés. L'Algérie est aujourd'hui incontournable, les positions de son président restent immuables, ce qui contribue à son rayonnement. Dans l'actualité de ce samedi, 2 personnes ont été arrêtées en flagrant délit aujourd'hui à 12h30. Elles sont accusées d'être responsables du déclenchement des incendies criminels qui ont détruit 250 palmiers dans la commune de Ain el-Baïda, wilaya de Ouergla. Les 2 personnes appréhendées ont été déférées par les services de sécurité devant les autorités judiciaires compétentes selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Ce communiqué appelle les citoyens à la vigilance et à dénoncer tout acte suspicieux d'opinion publique sera informé des derniers développements dans cette affaire. Les services de la protection civile de la wilaya de Ouergla ont enregistré aujourd'hui donc le déclenchement d'un grand incendie dans la commune de Ain el-Baïda et dans la région de Ajaja. D'une superficie donc de 3 hectares. L'incendie a ravagé plus de 150 palmiers. La mobilisation des unités de la protection civile et les éléments de l'armée nationale populaire et les éléments de la conservation des forêts de la wilaya de Ouergla ont permis de maîtriser ce feu. Je vous propose maintenant d'écouter ces déclarations de ceux qui ont permis de venir à bout de cet incendie. مس بعض النخيل هنا يعني المساحه تقريبا 3 هكتار يعني تروا
L'incendie a touché plusieurs palmiers ici. Il s'est étendu sur une superficie d'environ 3 hectares en plus d'1 hectare en face. Un autre incendie s'est déclenché à Adjadja, attisé par la broussaille. Nous avons mobilisé 8 camions de la protection civile et des ambulances pour assurer la protection des éléments en charge d'éteindre l'incendie. En plus d'une colonne mobile, les éléments de l'armée nationale populaire ont également mobilisé des camions anti-incendie. Par la suite, nous avons reçu de l'aide de la part des communes limitrophes, dont la commune de Ain Beida. ثم بعد ذلك لحقنا الدعم من البلديات المعنيه هنا وهي بلديه. L'actualité de ce samedi est marquée également par ce match. Notre équipe nationale joue dans une demi-heure contre l'équipe d'Ouganda, un match qui compte pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de Côte d'Ivoire en 2023. Pour avoir plus de détails, nous avons en direct avec nous, à partir du stade du 5 juillet, notre correspondant Saïd Falak. Saïd, bonsoir. Quelle ambiance avant le début du match? Bonsoir Kamel. Évidemment, l'ambiance, ce n'est plus l'ambiance des grands matchs. Vous le savez très bien avec l'élimination pour la Coupe du Monde. Donc il n'y a pas eu énormément de foule pour cette rencontre face à l'Ouganda ce soir au stade du 5 juillet. Près de 15 000 tickets seulement ont été vendus. Le stade se remplit petit à petit. Évidemment, les joueurs viennent... Il y a une vingtaine de minutes de cela sont arrivés à ce stade du 5 juillet où ils ont pu un petit peu fouler la pelouse de cette enceinte olympique. Et sans plus tarder, je vous donne le 11 rentrant de l'équipe nationale face à cette équipe de l'Ouganda. Et pas mal de changements, notamment dans cet effectif. Et on commence par le gardien de but, ce poste qui, Jamal Belmadi, a frappé fort en mettant sur le banc Raïs Mboulhi, puisqu'il a voulu titulariser aujourd'hui le gardien Mustafa Zarba. En défense, pas beaucoup de changements en tout cas, puisque Ben Ayada, Ben Sebaini seront sur les côtés. L'axe central sera composé de Mandi et Touba qui s'était illustré notamment face au Cameroun. Et au milieu du terrain, là, on retrouve toujours Zerouki avec Ben Nasser, mais ça sera Zorgan qui sera avec ces deux joueurs. Et en attaque, on retrouve Bellaili sur le côté gauche, Rezel sur le côté droit et Slimani qui sera le capitaine. Pour ce qui est de Rezel, évidemment, il remplace Riyad Mahrez. Qui est forfait donc pour ce stage et ce match face à l'Ouganda, mais aussi pour celui face à la Tanzanie le 8 juin prochain. Voilà. Merci beaucoup Saïd Falak, vous êtes notre envoyé spécial au stade du 5 juillet. Merci pour toutes ces informations et bien sûr on souhaite une belle victoire à l'équipe nationale. Dans le reste de l'actualité de ce samedi, nous irons à Constantine. Le CHU de la ville sature, la demande augmente pour soulager les équipes médicales et le personnel soignant. De nouveaux équipements ont été livrés pour permettre une prise en charge rapide et plus efficace. Commentaire signé Malia Kabellel. Le service des urgences du centre hospitalo-universitaire Bembedis à Constantine est le plus fréquenté à l'est du pays. L'hôpital vient d'être renforcé d'un nouveau matériel et ce afin de permettre aux staffs médicaux d'assurer une meilleure prise en charge des patients. Cette unité accueille 120 à 200 patients par jour. Les nouveaux équipements vont permettre une prise en charge plus efficace et plus rapide. On dispose de matériel. J'ai un matériel جديد après le Covid. On a eu on s'est équipé des respirateurs, des scopes, des pousse-seringues avec 19 lits pour la wilaya pratiquement de Constantine et les environs. Le secteur de la santé œuvre actuellement à rapprocher le médecin du malade à travers le renforcement des établissements de santé et la création de nouveaux hôpitaux. L'hôpital Belbadis est un hôpital très ancien. En plus de cela, nous avons 3 projets d'études en cours. Il s'agit d'un projet de réalisation d'un hôpital universitaire, d'un hôpital spécialisé en pédiatrie et maternité et un hôpital qui prend en charge les urgences. Comme dans d'autres villes du pays, l'extension des infrastructures sanitaires est devenue indispensable conformément à la stratégie adoptée par le gouvernement.
Et voici notre stratégie encouragée par la politique du gouvernement. L'investissement agricole dans le port de Hunayn à Tlemcen, les cages flottantes de dorade et de doul de mer se distinguent de loin. Ces cages produisent 6000 tonnes de poissons par an. Reportage de Abdel Jabbar Ben Yahya, commentaire signé Badi Amarti. À partir du port de Hunayn à Tlemcen, le navire de pêche Inès prend le large avec à bord un équipage italien et notre équipe de tournage. Sa mission, l'encensement des cages flottantes au niveau de cette ferme aquacole. Le navire avance lentement. Aucune erreur n'est permise. Les plongeurs sont prêts à accomplir leur mission hautement sensible. C'est à travers ce tube vert que passera 1/4 million de larvins de dorade et de loup de mer. C'est un nouveau projet. Le domaine est difficile, mais nous avançons progressivement. Nous avons investi dans 4 cages pour produire de la dorade et 2 cages pour produire du loup de mer. Une cage flottante à elle seule peut produire à long terme environ 10 tonnes de dorade ou de loup de mer annuellement. Nous avons une capacité de production de 1200 tonnes à court terme. Nous pouvons atteindre les 6600 tonnes par an. L'opération d'encensement prend fin. Le navire rentre au port avec à bord son équipage qui espère une production abondante à court terme. Plusieurs autres projets sont en cours de réalisation dans la wilaya de Tlemcen, dans la filière de l'aquaculture marine, un segment d'activité stratégique auquel l'État accorde une importance capitale pour développer l'économie bleue. Et à quelques semaines du lancement officiel de la saison estivale, les responsables des villes côtières sont davantage sur les lancements d'opérations de gros nettoyage. À Boumerdès, le wali de la ville a donné le coup d'envoi d'une campagne de nettoyage au niveau des plages et des fonds marins. Je vous propose de l'écouter. Tendance de travail a pris un nouvel élan par l'intervention de plusieurs acteurs dans l'Office national de l'assainissement, que nous remercions et remercions sa direction générale et la direction régionale centre, qui ont voulu nous contribuer à cet élan en mobilisant tous les moyens des 7 wilayas du centre ainsi que son personnel pour nettoyer et assainir un petit peu tous les points noirs au niveau de la côte de Boumerdès, à commencer par les 2 grands oueds, le oued Korso et le oued de Boumerdès. Ajouté à cela, nous avons enregistré aujourd'hui aussi la participation de Naftal Direction Générale dans le nettoyage du port de Delis. Une autre opération de nettoyage des fonds marins a été lancée à Delis, dans la wilaya de Boumerdès toujours, et cela dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Le but, sensibiliser la population sur l'importance de préserver les fonds marins. Cet événement a été chapeauté par Naftal et a vu la participation de plusieurs associations activant dans le domaine de la préservation de l'environnement. Je vous propose d'écouter la déclaration du président directeur général de Naftal. Nous sommes maintenant au niveau de l'ancien port de la ville de Delis pour organiser une manifestation à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Cette manifestation a été imaginée par les travailleurs de Naftal et elle a acquis l'adhésion et la contribution de plusieurs associations qui sont actives dans le domaine de la plongée sous-marine, dans la protection des fonds des eaux marins. Donc ces associations sont originaires de la wilaya de Boumerdès en premier lieu, d'Alger et de Tizi Ouzou. Donc on remercie tout. Et en parlant d'été, les températures ressenties nous annoncent déjà des mois de plus en plus chauds, ce qui implique une augmentation de l'utilisation de l'eau, une ressource de plus en plus précieuse que les responsables du secteur des ressources en eau et la sécurité hydrique de la wilaya de Tizi Ouzou appellent les habitants à préserver. Reportage de Ekram Qadi, commentaire signé Marine Damis. Réparer les fuites d'eau sur la voie publique est une intervention quotidienne de l'équipe de l'Algérienne des eaux de la wilaya de Tizi Ouzou pour préserver cette ressource vitale et éviter le gaspillage.
Nous effectuons des sorties quotidiennement sur le terrain pour réparer les fuites d'eau. Nous demandons aux citoyens d'utiliser l'eau avec modération. Nous devons préserver cette ressource et éviter de la gaspiller. Cette année, il a plu plus que l'année précédente. Cette eau, il faut vraiment la préserver. Avant, nous étions alimentés du barrage Ouadaïssi et maintenant, ils ont procédé au forage. Je voudrais faire appel aux citoyens, ne gaspillez pas l'eau. Le volume des pluies varie selon les changements climatiques. Cette année, une bonne pluviométrie a été enregistrée, ce qui impliquerait la conscience de tout un chacun de consommer l'eau avec modération. Le barrage de Tarsebt est d'une capacité de 171 millions de mètres cubes. Ce barrage a été réalisé pour alimenter les foyers en eau potable. Grâce aux pluies enregistrées cette année, nous avons pu atteindre 69 millions de mètres cubes, ce qui représente 40% du taux de remplissage. Pour éviter des conséquences dévastatrices, l'utilisation rationnelle de l'eau est impérative afin d'assurer notre sécurité hydrique. Le Palais de la Culture Moufdi Zakaria abrite à partir d'aujourd'hui le Salon national de la formation et de l'enseignement professionnel avec la participation de plus d'une centaine d'exposants dans des domaines du secteur des micro-entreprises. Cette manifestation s'étalera sur 3 jours et vise à valoriser les efforts consentis dans les établissements de formation, notamment dans la création d'idées et de projets novateurs. Couverture de Hafsa Ghani, commentaire signé Camille Mellel. Parmi les secteurs représentés, des entreprises dans le domaine de l'industrie, de l'artisanat, de l'environnement et des services. Le salon offre l'opportunité de faire connaître les réalisations des jeunes de la formation professionnelle et leur capacité à préserver les métiers. Je suis venu de la wilaya d'Ataraf. Je me suis spécialisé dans la transformation du corail et j'ai même créé ma micro-entreprise. Actuellement, en coopération avec les ministères de la formation professionnelle et de la pêche, nous avons organisé une formation au profit de 76 jeunes stagiaires issus de différentes wilayas du pays. Je suis venu présenter mon projet qui consiste à fabriquer des poubelles automatiques, une opération qui permettra le recyclage et le tri des déchets automatiquement. Et nous avons même reçu une invitation pour participer à un concours international en Suisse. Juste après mon obtention du diplôme, j'ai ouvert ma propre start-up spécialisée dans l'installation des fibres optiques. Aujourd'hui, grâce à cette start-up, nous avons recruté une vingtaine d'employés et nous avons en seulement une année réalisé 12 projets. L'ambition de ces jeunes talents est de participer à l'essor économique du pays à travers leur présence dans cet espace. Ils veulent trouver des aides et des appuis de la part de l'État et des opérateurs économiques pour concrétiser leurs idées sur le terrain. Cette manifestation, qui s'étalera sur 3 jours, vise à valoriser les efforts consentis dans les établissements de formation, notamment dans la création d'idées et de projets novateurs et à faire connaître les réalisations des jeunes de la formation professionnelle et leur capacité à préserver les métiers. Ce salon vise également à préserver les métiers de base et à entretenir une communication positive entre les différents établissements de formation. Le salon sera marqué par des conférences sur des thèmes comme les énergies renouvelables, le numérique, les métiers agricoles et le développement de la formation professionnelle. Et en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'association Maurice Audin a remis aujourd'hui le prix Maurice Audin de mathématiques. Cette cérémonie s'est déroulée au CERIST à Alger en présence d'historiens mathématiciens d'Algérie et de France. Le prix a été attribué à 2 lauréats, Samir Bernaoui, enseignant-chercheur à l'USTHB, et Yassine Chetour, un mathématicien d'origine algérienne. Je vous propose d'écouter maintenant la déclaration de Pierre Audin, fils de Maurice Audin et membre du comité du prix Maurice Audin.
On a profité de ce 60e anniversaire, disons, pour... Surtout que vous venez cette fois-ci, excusez-moi de vous interrompre, avec un passeport algérien. Mon passeport vert, je suis très fier de l'avoir utilisé, effectivement, pour venir ici, pour célébrer le 60e anniversaire de l'indépendance. En fait, on vient avec une délégation de l'association Josette et Maurice Audin. On est quand même quelques-uns, soit mathématiciens, soit historiens, pour justement célébrer cette victoire, disons, sur le colonialisme. Et il y a des aspects mémoriels importants. Par exemple, on a été visiter les grottes de Dafa du côté de Mestaganem, où il y avait eu des enfumades en 1845. Il y a aussi, heureusement, des choses qui sont tournées vers l'avenir. C'est le cas du prix Maurice Audin, qui s'appuie sur l'histoire de Maurice Audin, qui était un jeune mathématicien brillant, il s'appuie sur l'histoire, mais en même temps, il s'est tourné vers l'avenir, c'est-à-dire vers la coopération scientifique entre les mathématiciens algériens et les mathématiciens français. Et voici à présent la déclaration des 2 lauréats. C'est un grand honneur pour moi de recevoir le prix Maurice Audin, un prix qui constitue une des façons de rendre hommage au mathématicien Maurice Audin qui a donné sa vie pour l'indépendance de mon pays. Je travaille sur la théorie de feuilletage holomorphe. Par exemple, feuilleter le plan, c'est le décomposer en des courbes disjointes, appelées feuilles, telles que le plan ici feuille se représente localement comme un livre ici feuille. C'est dans le domaine de la géométrie complexe. Donc il y a 65 ans, en juin 1957, durant la bataille d'Alger, donc Maurice Audin a été assassiné, et 3 mois avant lui était assassiné Ali Boumengel. Pardon. Bien. Donc était assassiné Ali Boumengel, qui est mon grand-oncle, et ce drame a marqué la famille. Bon, plus particulièrement sa femme et ses enfants, mais mon grand-père, ma mère et sa sœur, ça a été un drame assez marquant. Bref, nous nous retrouvons maintenant 65 ans plus tard. Le lien est de renouer grâce aux mathématiques, métier de ton père et qui est métier qui est le mien, dans des circonstances beaucoup plus heureuses. Ça prend une résonance d'autant plus grande, comme tu l'as souligné Sylvie, que nous fêtons cette année les 60e anniversaire d'indépendance de l'Algérie. Voilà pour ces déclarations. 102 officiers de la gendarmerie nationale ont prêté serment aujourd'hui à la cour d'Alger en qualité d'officiers de police judiciaire. La cérémonie s'est déroulée en présence de cadres supérieurs du commandement de la gendarmerie nationale et de la justice. Ces officiers qui ont rempli toutes les conditions juridiques exigées ont obtenu le titre d'officier de police judiciaire en application de l'article 12 du Code de la procédure ou du Code de procédure pénale, qui fait d'eux des auxiliaires de justice exerçant sous sa bannière. Ce communiqué maintenant de la Direction générale de la Sûreté nationale qui a annoncé aujourd'hui la découverte à 5 heures du matin de 2 corps de sexe masculin âgés de 20 et 23 ans au niveau des compartiments d'un avion appartenant à la compagnie nationale Air Algérie stationné au niveau de l'aéroport international Houari Boumediene. Une enquête a été ouverte sous la supervision du procureur de la République près le tribunal de Dar el-Baïda pour déterminer les circonstances de cet accident. À l'international, le syndicat des enseignants marocains a annoncé une grève le 6 et 7 juin prochain. Une grève pour dénoncer l'exclusion des enseignants contractuels. Les enseignants menacent d'entamer une grève ouverte. Toujours au Maroc, la mobilisation de la société civile ne faiblit pas et la répression contre les manifestants monte d'un cran. Fatigués par le poids de la crise sociale et économique, des milliers de manifestants défilent dans les rues pour dire tout le ras-le-bol d'un système qui les ignore et qui les enfonce dans la misère. Commentaire signé Malika Bellal. أنتم كتشوفوا الإخوان 3 من الإخوان اليوم في حالة خطر ها هما
هم إخوانكم اليوم شوفوا القوات العمومية شوفوا إخوانكم. La révolte au Maroc s'amplifie. Depuis février dernier, les mouvements de protestation contre la vie chère, l'inflation et les violations des droits humains ne cessent de secouer le pays. Les cordons sécuritaires mis en place et l'état d'urgence sanitaire prétexté par le Marzen pour calmer les foules ne font qu'attiser davantage la colère de la population qui réclame son droit à une vie décente et digne. Personne n'est épargné par la barbarie du régime, même pas les retraités. Une institution qui est censée nous protéger est en train de nous humilier, de nous insulter, de nous frapper. Ils veulent nous anéantir et s'approprier toutes les richesses du pays. Depuis la normalisation de ses relations avec l'entité sioniste, la stabilité du Maroc est atteinte. Les Marocains prennent conscience de l'effondrement imminent du royaume. En marche de la faim sont venues s'ajouter les manifestations pour dénoncer cette situation désastreuse. Perdant pied, le Marzen n'a trouvé d'autre solution que de s'attaquer à son propre peuple. Des heurts opposent chaque jour manifestants venus réclamer liberté, dignité et justice sociale et forces de l'ordre qui attaquent sans retenue une population sans défense. Dans un Maroc désormais sionisé, de plus en plus de personnes battent le pavé pour dénoncer une situation devenue invivable. Les manifestants sont décidés plus que jamais à maintenir la pression et à rester mobilisés de jour comme de nuit, quel qu'en soit le prix à payer. Retour en Algérie, allons découvrir maintenant cette discipline sportive qui attire les curieux, ces planches tractées par des cerfs-volants, le kitesurf. La discipline a le vent en poupe chez nous. À Ain Taïa, Walid Yousfi a rencontré un jeune Adam, un kitesurfer. Il est jeune, mais il parle déjà de cette discipline comme un passionné. Ce jour-là, le vent était capricieux. Il n'a pas permis à Adam de faire décoller son aile. Dans ce reportage, on vous parle aussi des mesures de sécurité à prendre en considération, car ce sport est classé dans la catégorie des sports extrêmes. Reportage. À peine arrivé, Adam commence par déballer et préparer son matériel. Ce jeune de 14 ans est mordu de sport de glisse. Il s'entraîne dans ce spot de Ain Taïa depuis plus d'1 an. Sa passion, le kitesurf, il l'a dans le sang. C'est même une affaire de famille. C'est grâce à mes parents que j'ai découvert ce sport. Et depuis, je ne peux plus m'en passer. J'ai participé il y a quelques temps à la Coupe d'Algérie de kitesurf. Il y avait près de 50 participants. C'était une belle expérience. J'ai découvert le kitesurf à travers aussi mon mari qui en pratique aussi. Et puis après, c'est devenu une histoire familiale. Les enfants nous accompagnaient sur le spot pour venir nous voir et ils voulaient y participer. Le kitesurf, un sport de glisse qui consiste à se faire tracter par une voile sur une étendue d'eau. Ce jour-là, faute de vent, Adam n'a pas pu faire décoller son aile. Faut minimum 12 nœuds, 13 nœuds. Parce que tu peux pas kiter sans vent. Tu peux même pas soulever ton aile. J'ai essayé de décoller mon aile, mais malheureusement, il n'y a pas de vent. On attend شوية ما بين يدخل. Depuis quelque temps, de plus en plus de jeunes et moins jeunes s'intéressent à ce sport extrême, un sport qui peut parfois être dangereux. Ce kitesurfer pro commence chaque séance de coaching par rappeler les mesures de sécurité.
Les mesures de sécurité, c'est avant tout. Et de ne jamais naviguer seul, ça c'est le plus important aussi. Et il faut toujours mettre un gilet d'impact ou bien un gilet de flottaison. Et plus, quand on serait ensemble à la plage, on serait toujours ensemble dans l'eau aussi. Donc c'est pas, on navigue jamais seul au large parce qu'il y a des dangers, il y a des méduses, quand on n'a pas une combinaison qui nous protège. C'est une très belle passion parce qu'il y a une grande décharge d'adrénaline, il y a des sensations fortes, on se libère de tous les stress. Et puis en dehors de tout ça, c'est le partage. Donc c'est le partage qu'on a avec nos amis kiteurs. En tout cas, même toute progression de chaque kiteur dépend du groupe. Un sport qui se pratique donc en groupe. Avis aux amateurs de sensations fortes qui souhaitent rejoindre la communauté du kitesurf en Algérie. Voilà pour cette belle découverte. Et on enchaîne avec votre rendez-vous méditerranéen. Avec vous ce soir, Riyad Belkhedim, bonsoir. Bonsoir Kamel, bonsoir à tous. On va rester près de la mer puisqu'on va aller tout de suite à Oran. C'est le rendez-vous des Jeux méditerranéens. Tout de suite après le générique. Salutations sportives, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro des rendez-vous des Jeux méditerranéens, les 19e d'Oran. On va commencer ce soir avec du judo et cette information, les tribunes amovibles installées au centre de convention Mohamed Ben Hamed d'Oran seront renforcées pour accueillir le plus grand nombre de spectateurs lors de la 19e édition de ces Jeux qui débuteront, vous le savez, le 25 de ce mois de juin. Ces nouvelles tribunes seront installées dans les prochains jours au niveau du site de manière à atteindre au moins les 1500 places lors des derniers championnats d'Afrique de judo tenus du 26 au 29 mai que vous voyez à l'image. Le site aménagé à l'épreuve a été doté de tribunes amovibles d'une capacité de 450 places. La capacité d'accueil est donc pratiquement triplée pour les Jeux méditerranéens. On passe à la rubrique que vous avez l'habitude de suivre sur le rendez-vous méditerranéen tous les soirs. C'est le zoom sur les fédérations. Ce soir, on va mettre un coup de projecteur sur la fédération d'escrime, une fédération et une discipline qui va aligner 18 escrimeurs et 18 athlètes dans ces Jeux méditerranéens. On va suivre ce reportage et ce zoom sur l'escrime avec ce reportage signé Fella Bennour et Rafiq Hamidash. Pendant les années 1913 où c'est les Italiens, c'est le premier qui ont introduit la discipline en Algérie. Et dès que l'indépendance, il y avait les anciens militants qui pratiquaient l'escrime. Par la suite, il y a eu la création de la Confédération africaine d'escrime. C'est l'Algérie qui a été le premier initiateur pour la création de cette confédération. Les années d'or, c'était certes les années 70. La première médaille d'or africaine, c'était en 96, remportée par Bernard Raouf au sabre. Donc, la deuxième médaille qui est remarquable, c'est la médaille de Zahra Gamir, le jeu méditerranéen en Tunisie. C'était en 2003. Et aussi, il y avait d'autres résultats remarquables, notamment participation, qualification de 7 escrimeurs durant les Jeux Olympiques d'Athènes 2004 et dernièrement aussi les Jeux à Tokyo, 4 escrimeurs qui ont été qualifiés aux Jeux Olympiques. L'escrime, il y a 3 spécialités. Il y a l'épée, le sabre et le fleuret. Dans chaque épreuve, on a le droit d'engager 3 tireurs et 3 tireuses. Ça veut dire 6 par arme.
qui fait 6x3, 18 athlètes qui sont concernés par les Jeux méditerranéens. Pour l'équipe de fleuret spécialement, on a fait 2 stages en Algérie. Il y a un stage qui se fait ici à Ben Aknoun. On a fait aussi un stage à Stif. La spécialité P, on a 2 stages, on a un en France et on a un à Ben Aknoun. Bon, alhamdoulilah, le résultat كانت اللي كنا نستناو فيها ما درنا بلوس درنا شامبيونات دافريك سما دي زوبجيكتيف هذو اللي كانوا درنا شامبيونات دافريك هذه في نيجيريا اللي كانت يعني تحصلنا على الميداليه الذهبيه وبلوس 3 بلاص اون بلوس عاودنا درنا شامبيونات ميديتيراني تاع الاردن هذه اللي كانت جابت ريزولتا يعني درنا ميداي برونز. On a la chance d'avoir quelques athlètes algériens qui font les études en France. Du coup, on a profité pour les mettre dans les meilleures académies au monde, comme ça. Ils ont les meilleures conditions, la meilleure préparation pour les JM. Et la deuxième partie sont les athlètes qui sont résidents en Algérie là. Qu'est-ce que la fédération qu'est-ce qu'elle a choisi comme méthode de travail? Au lieu qu'ils rejoignent les clubs, on a préféré qu'ils soient pendant toute l'année en stage ouvert et entraînement quotidien et permanent. J'ai 18 ans, champion d'Afrique qui qualifie les Jeux Olympiques. Depuis 1 an, on est en préparation. On avait un peu de difficultés par rapport au Covid. L'escrime algérien a des chances avec des noms, notamment Samson Boudiaf, Kehli Zohra, d'autres noms aussi. Il existe les potentiels de médailles pour les JM, notamment au sabre féminin, pourquoi pas la surprise à l'épée d'âme, avec les Zebouj et les Gaham, aussi sur le fleuret féminin, Lémi Barki, ainsi que le Zebouj Sonia. Au sabre, on a un niveau très élevé dans cette compétition. On est motivé parce qu'on veut faire des résultats. C'est pas comme toutes les compétitions les moins fines parce que c'est un événement très très important. Du coup, on est un peu stressé parce qu'on est obligé de jouer des médailles et pourquoi pas des médailles d'or ou sur l'année nationale. Les Jeux méditerranéens, presque c'est une mini-championnat du monde. L'escrime, vous connaissez qu'il y a l'Italie, il y a la France, il y a l'Égypte. Il y a un niveau quoi. Les athlètes ils sont très motivés. C'est vrai, on a des athlètes juniors qui vont participer à la compétition Jeux méditerranéens seniors. Oui, c'est la première fois pour eux. On va donner à fond pour présenter l'Algérie une meilleure présentation. Inch'Allah. Et Waran Felgal. Waran Felgal, vous l'avez vu, de très jeunes visages avec les yeux qui brillent, qui n'attendent que la consécration. Fleuret, sabre ou épée, l'important, c'est bien sûr ce titre méditerranéen. On va terminer ce rendez-vous ce soir avec cette information sur la médiatisation des Jeux, puisque c'est la presse étrangère qui est à l'honneur, des représentants de différentes agences de presse du bassin de la Méditerranée ont fait une petite visite guidée de toutes les infrastructures et ils ont été épatés et même époustouflés par la qualité des infrastructures. On va regarder ce sujet qu'a signé et que nous commente Sid Ahmed Bouraïb. La délégation étrangère a visité les différents sites de compétition, commençant par le nouveau stade olympique, et s'est montré ravie des derniers préparatifs sur les plans techniques et médiatiques. La prochaine édition des Jeux méditerranéens sera parmi les meilleures de l'histoire des JM. Les délégations sont ravies. Je félicite l'Algérie car c'est vraiment du bon travail. Mes félicitations au comité d'organisation. En voyant les infrastructures, j'ai voulu devenir athlète pour vivre pleinement l'événement. Les membres de la délégation ont aussi salué les efforts fournis pour réussir l'événement. Tout est prêt. D'après ce que je viens de voir, tous les participants seront dans les meilleures conditions possibles. Des affirmations qui confirment que la fête méditerranéenne sera d'une grande réussite. Voilà donc, et tous les athlètes que vous voyez tous les soirs dans les rendez-vous, dans nos reportages, ont hâte justement de pénétrer dans toutes ces infrastructures qui sont flambant neuves ou parfaitement rénovées pour accueillir ces Jeux. C'était la dernière information de ce rendez-vous méditerranéen pour ce soir. On se retrouve bien sûr demain pour un autre numéro. Bonsoir.
Et ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.